Bonjour à tous et bienvenue à Limoges. Pour certains, vous nous avez rejoints dès hier soir pour une magnifique table ronde qui a réuni le professeur Delfrécy, le professeur Fiat et le professeur Plat. Certains sont arrivés un petit peu plus tard hier soir ou dans la matinée. Et nous allons donc débuter cette journée de travail du colloque national des espaces de réflexion éthique en Nouvelle-Aquitaine, donc à Limoges. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce lieu et je remercie très chaleureusement la région Nouvelle-Aquitaine, son président Alain Rousset, représenté ici par notre collègue le professeur François Vincent, de nous accueillir dans ce lieu magnifique, avec toutes les salles effectivement qui est parfait pour notre colloque. Je remercie également pour son accompagnement à la réalisation de ce colloque. Ça fait plusieurs mois que nous y travaillons. La directrice du CHU de Limoges, accompagnée du directeur général adjoint, Madame Mokaer, accompagnée de Monsieur Jean-Christophe Rousseau, qui nous ont permis effectivement, en plus des moyens matériels que nous avons, de nous donner des conseils, de nous dédier aussi des personnes en soutien méthodologique tout au long de ce projet dans sa réalisation. Et donc, c'était très important pour nous. Monsieur Bouchard, directeur des affaires générales, Madame Rue, directrice de la qualité et de la relation avec les usagers. Je tiens à remercier également le président de la CME, Jean-Yves Salle, de son soutien constant et de promouvoir la réflexion éthique auprès des soignants et de mettre toujours en exergue les travaux de l'ERENA. Donc nous parlions tout à l'heure effectivement dans ces temps un petit peu difficiles de comment faire plus et la place de l'espace de réflexion éthique, comment effectivement la mettre un petit peu plus en lumière aux soins des établissements de santé. Je remercie également la faculté de médecine, le doyen Pierre-Yves Robert, qui ne peut être avec nous aujourd'hui pour cause de Covid, pour son soutien également constant. Ça demande d'intervention en formation initiale, en formation continue, le relais qu'il fait de nos manifestations auprès des étudiants en santé. Et voilà, donc cette journée, l'éthique entre résistance et résilience quand la passivité n'a pas sa place, a donné lieu à beaucoup de propositions de communication. On a fait le choix de toutes les garder parce qu'elles sont le fait d'un travail important et conséquent, et de moments aussi que nous avons vécus ensemble, dans des lieux différents, mais que nous avons partagés ensemble difficiles. Donc elles ont donné lieu pour certaines à des communications orales, pour d'autres à des posters. Donc vraiment, je vous invite bien sûr à rester, si vous le pouvez, sur l'ensemble de la journée et aller voir aussi l'atelier poster et voilà, avec les personnes qui sont là à côté pour vous donner un petit peu tous les éléments supplémentaires dont vous auriez besoin. C'est aussi un très gros travail, je tiens à les remercier. Cette journée n'aurait pas pu avoir lieu sans l'ensemble de l'équipe de l'ERENA, au sens large. Nous avons 3 sites, le site de Limoges, le site de Bordeaux et le site de Poitiers. Alors, il est évident que quand la manifestation se déroule à Limoges, l'équipe de Limoges a été très impliquée sur le plan vraiment de l'organisationnel, de la logistique. Et donc, je remercie la chargée de mission, Sophie Trarieux-Signol, la chargée de communication digitale, Madame Muriel de Bernard, et notre secrétaire, Agnès Codou. À Limoges, nous avons aussi des équipes de travail qui, les mois précédents, se sont orientés aussi vers cette thématique du congrès, ont proposé des communications, le groupe de travail laïcité, le groupe de travail regard croisé, et puis bien sûr l'équipe de Bordeaux avec le professeur Véronique Averrousse, la chargée de mission Madame Muriel Raymond, toute l'équipe qui entoure Madame Averrousse, le docteur Geneviève Pingano, l'ancien directeur, M. Bernard Biulac, et puis il y a beaucoup plus de personnes dont nous pourrons parler, que nous allons rencontrer un petit peu plus tard.
Sur Poitiers, le professeur Roger Gilles, avec sa chargée de mission, Madame Miliani Lebillan, Monsieur Théo Artis, à la communication et à la documentation, et Madame Lucie Guichard, secrétaire du site de Poitiers. Donc je tiens vraiment à les remercier. La logistique un petit peu plus à Limoges, mais c'est un vrai travail de collaboration, de coordination qui s'est fait au fil des semaines pour tisser un moment que je l'espère vous allez partager avec nous de façon... D'une part, c'était du travail, mais en même temps, on a essayé de faire que la forme soit confortable et que, je le disais un petit peu hier, il n'est pas toujours facile de venir à Limoges. Nos moyens de communication sont moins rapides qu'ailleurs, mais donc mettez-vous dans le rythme de Limoges, dans une vie calme, dans un environnement sain, et nous allons tous passer de bons moments. Donc je vais laisser la parole pour cette introduction au professeur Jean-Yves Salle, président de la CME du CHU de Limoges. Je vais rester à ma place, c'est pour faire plus professoral. Merci beaucoup Maryse de cette introduction et de toute la place que tu prends. Alors je suis chargé par mon collègue Pierre-Yves Robert de lire un mot, donc je vais m'en acquitter. Chers collègues et amis, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir venir personnellement m'exprimer devant vous ce matin, car atteint du Covid. Et je vous ai écrit ces quelques mots. La faculté de médecine est très heureuse que ce congrès ERENA puisse se tenir aujourd'hui à Limoges. En effet, l'éthique est en train de prendre une place centrale dans l'enseignement de la médecine, car l'exercice médical est en train de changer, et car l'attractivité des carrières soignantes est de plus en plus menacée. D'abord, au XXe siècle, l'exercice médical a été bâti sur le modèle défini par Pasteur, un symptôme, une maladie, un traitement. Au XXIe siècle, nous sommes obligés de passer ce modèle et d'enseigner un exercice médical 4P, personnalisé, pertinent, participatif et préventif. C'est un virage à 180 degrés dans lequel l'éthique prend une place déterminante. Ensuite, la crise Covid nous a montré toute l'ambiguïté de l'image des soignants dans notre société, tantôt applaudis pour leur bravoure et leur courage, mais souvent livrés à eux-mêmes devant des tâches insurmontables. Nos jeunes étudiants, surtout ceux qui ont connu le confinement depuis le baccalauréat, doivent se construire l'image de leur avenir professionnel dans ce contexte ambigu et contradictoire, et beaucoup sont tentés d'abandonner. Telle est notre mission à la faculté de médecine. Nous y sommes aidés par des enseignants motivés, des nouveaux modes d'apprentissage et des enseignants d'éthique qui nous aident beaucoup, eux qui accompagnent nos étudiants dès la 2e année, avant leur arrivée à l'hôpital jusqu'à l'internat, et également lorsqu'ils sont en difficulté. Les séances de travail que vous allez avoir ce matin sur la vulnérabilité et sur soigner les soignants aborderont sûrement ces questions. Je félicite Maryse Gasque pour l'organisation du congrès et pour son action à la tête d'ERENA depuis de nombreuses années, et je vous souhaite à tous de très belles journées de réflexion éthique. Alors moi, je voulais juste associer que je trouve que quand la passivité n'a pas sa place est un excellent titre, parce que finalement, nous qui sommes là, nous sommes contraints à l'action, à la décision, et que finalement, participation, réflexion, action est probablement ce qui essaye de nous conduire au quotidien. Mais je suis étonné, en tant que président de CME, d'avoir vu, j'ai été nommé il y a 4 ans et je termine mon mandat, une accélération de ces problèmes d'intentionnalité. Parce que finalement, l'exercice était assez facile. On aurait dû se douter d'un certain nombre de choses prémonitoires quand en 2002, on a interdit ou on a levé l'obligation juridique de la permanence des soins. Parce qu'il faut quand même dire que le soin et le métier du soin est un métier particulier et que l'engagement de ce métier est important. Alors c'est l'éthique qui régit maintenant la permanence des soins, puisque c'est au niveau du Conseil de l'Ordre et des aspects d'instances professionnelles que les choses se passent. Mais je suis impressionné, Monsieur Delfraissy, vous avez vécu tant au niveau de l'éthique qu'au niveau du conseil scientifique, la crise Covid, qui a été effectivement extrêmement importante, qui laisse un service de santé
sur les genoux, avec un symptôme de cette dysfonction du système de santé qui est la crise des urgences, parce qu'elle n'est que le symptôme d'une maladie beaucoup plus grave, avec un système de santé qui est quand même particulier, une demande qui est privée, un soin primaire qui est en grande difficulté, deux systèmes dont on nous dit qu'ils ne sont pas concurrentiels. En tout cas, moi, j'ai du mal à voir la coordination. Une instance de régulation, l'ARS, qui n'a d'action que sur le système public, parce qu'elle n'a pas les moyens. Les moyens, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui règle à l'acte. Donc on voit bien qu'on a un système de santé qui est en manque de repères. Et je pense que l'éthique est un élément important de cette réflexion, et l'accès aux soins dans une période de pénurie est sûrement un élément important où vous aurez à vous pencher. Donc merci pour nous guider dans l'action obligatoire. Merci et très très bonne séance. Et merci Maryse de ta participation, de ton action toujours convaincante. Je propose la parole à Madame Pascale Mokaer, directrice du CHU de Limoges. Monsieur le conseiller régional, représentant le président de la région, monsieur le président du CCNE, madame la directrice, professeur, docteur, madame, monsieur, je suis très heureuse de vous accueillir ici, à Limoges, au nom du CHU. Je suis aussi très impressionnée par cette assemblée. Avant d'évoquer le thème de cette journée, je souhaite tout d'abord remercier le docteur Fiorenza, toutes les équipes de l'ERENA, celles du site naturellement, celles des autres sites de la région Nouvelle-Aquitaine, pour l'organisation de cette journée. Je souhaite aussi souligner le rôle majeur des espaces de réflexion éthique dans les établissements de santé, dans les CHU bien sûr, dans les centres hospitaliers et dans toutes les structures sociales et médico-sociales. Vous le savez, les espaces de réflexion éthique exercent une mission d'intérêt général instaurée par les lois de bioéthique de 2004. En région Nouvelle-Aquitaine et depuis 2022, l'espace de réflexion éthique de Limoges coordonne les 3 espaces de réflexion éthique de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc cet espace éthique a naturellement joué un rôle majeur lors de la crise sanitaire, alors par des rencontres au sein des établissements de santé, par des rencontres en EHPAD, par des contributions écrites pour éclairer à la fois les questions des soignants, des familles, des patients, en participant activement aux réunions mensuelles organisées par le CHU avec les établissements sociaux et médico-sociaux du Limousin pour ce qui nous concerne. Et en dehors des périodes de crise, l'espace de réflexion éthique assure ses missions par l'organisation des formations, de conférences débats, des séances au cinéma, de théâtre, sur des sujets de réflexion éthique à Limoges ou dans d'autres points du territoire. Et donc l'ensemble de ces rôles est tout à fait essentiel à saluer. Le thème qui nous réunit donc aujourd'hui est l'éthique entre résistance et résilience quand la passivité n'a pas sa place. Je vous l'ai dit, je suis impressionnée par cette assemblée. Je ne m'aventurerai pas ce matin à échanger des réflexions sur l'éthique avec vous, ni sur la résistance, ni sur la résilience. Nos orateurs hier soir l'ont brillamment réalisé. Et je propose de partager avec vous une histoire, une anecdote. Cette histoire se passe le 23 octobre 2020 sur le tarmac d'un aéroport. L'aéroport est fermé. Les services de police empêchent la presse d'y entrer. Devant vous, vous avez un petit avion, un avion privé de type moustache. C'est un petit avion avec un bout un peu pointu et puis des ailes très proches de l'avant, comme des moustaches. D'où son nom. Et c'est un avion qui a également une porte pour y pénétrer de 60 cm de large.
Sur votre droite, vous avez des camions du SDIS, des services départementaux d'incendie et de secours, et les pompiers, les rouges. Sur votre gauche, vous avez deux véhicules, une ambulance médicalisée et un véhicule du SAMU. Dans chacun de ces véhicules, un patient, intubé, environ 75 ans. Et ces deux patients, donc âgés d'environ 75 ans, vont bientôt rejoindre l'avion. Et juste devant vous, vous avez Nicolas, Catherine, Aurélie, une dizaine de personnes qui s'affairent sur le site. Il y a Max dans l'avion qui a sa combinaison blanche intégrale et qui prépare le matériel médical pour accueillir les patients dans quelques minutes. Et sur ce tarmac, malgré les dizaines, peut-être plus, enfin la dizaine peut-être plus de personnes qui s'affairent, un silence. Un silence tellement fort que ce sont toutes les questions qui ont traversé l'esprit des personnes présentes qu'on entend. Et finalement, toute la pluralité des éthiques. Ce sont les premiers Evassan de l'établissement. Est-ce que ce sont les bons choix de transférer des patients vers une autre région pour être en mesure d'en accueillir d'autres au sein des services de réanimation de l'établissement? Est-ce que ce sont les bons choix de transférer ces patients? Selon quels critères? Un état de santé stabilisé, la possibilité de passer une porte de 60 cm de large pour entrer dans l'avion, avec l'accord de leur famille ou sans l'accord de leur famille? Devons-nous privilégier l'éthique individuelle ou l'éthique collective et la santé publique? Devons-nous prendre en compte chaque situation individuelle ou prendre en compte le besoin collectif de place en réanimation? Éthique de conviction ou éthique de responsabilité? Éthique professionnelle? Du médecin? Du chef d'établissement? Éthique ou déontologie? Résistance ou résilience? Donc je pose ces questions devant vous, et sur ce, je vous souhaite une très belle journée de réflexion. Madame la Présidente, merci beaucoup de l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Vous êtes chez vous ici, dans la région Nouvelle-Aquitaine et dans la maison sur le site de Limoges. On a peut-être des difficultés pour arriver à Limoges, chère Maryse, mais on est aussi friand de cette nourriture que vous allez nous apporter dans ces journées. En tout cas, c'est par ce mot d'accueil que je voudrais remercier aussi de leur présence le président de la CME de Limoges, mon ami Jean-Yves Sall, madame la directrice générale du CHU de Limoges, madame Moquer, monsieur le président du comité national d'éthique et des conseils scientifiques, monsieur le professeur Jean-François Delfrécy, et vous toutes et vous tous en vos grades et qualités. Alors, comme l'a évoqué le président Jean-Yves Sall, on vit un monde un peu complexe, nous les soignants. Alors je vais prendre appui sur ce qu'avait dit en introduction hier M. Delfrécy. Je n'interviens pas en tant que conseiller régional politique, mais en tant que médecin. En tout cas, dans les propos qui vont suivre. On vit dans un monde complexe. On est dans une société un peu enfermée dans le tragique. M. Sall parlait de manière très élégante que la crise que nous vivons aux urgences, une crise éthique aux urgences, pouvait être aussi parsemée, d'une manière un peu cynique, par certaines agitations des politiques qui soufflent sur les braises de cette dysfonction qui nous concerne tous et qui nous pose des problèmes éthiques. Mais au-delà, il me semble que nous ignorons, et peut-être les politiques en particulier, peu les médecins, mais peut-être l'ensemble du corps soignant, la part positive de l'être humain qui nous reste. Et dans cet esprit critique, dans cette voie d'amélioration commune que nous avons devant nous, il est impérieux,
voire essentiel, de réfléchir avec ces questions d'éthique. C'est de la vocation du médecin. En fait, l'éthique, c'est quelque chose que nous avons dans notre consistance même, dans notre réflexion même. Pourtant, les soignants ont tendance à parler avec beaucoup de différence et à voir les manques, les défauts, les dysfonctions d'un hôpital ou d'une autre structure médicale. Donc, j'aime à utiliser la métaphore du verre à moitié vide ou à moitié plein. Je ne suis pas le seul, du reste, à l'utiliser. Pour moi, la résilience, d'une manière générale, représente plutôt la partie pleine du verre. Et la partie vide, c'est la vulnérabilité. Mais en fait, il n'y a jamais de verre complètement vide. En tout cas, je n'en connais pas. Nous sommes tous incapables de véritablement, ce que je dis à la fois aux étudiants et aux patients, même si c'est plus délicat avec les patients, nous sommes tous capables, plutôt incapables, de réaliser nos potentialités, de bien les comprendre. Positiver notre regard sur les malades, et en tout cas l'ensemble des soignants, c'est leur permettre, en tout cas à nos malades, de montrer de quoi ils sont capables. Ça, on n'a pas l'habitude. Il faut déculturer un peu les choses. On n'a pas l'habitude d'y penser. Mobiliser leurs propres ressources, leurs propres compétences, j'allais dire leurs désirs, peut-être leurs projets de reconstruction. C'est des vrais projets. S'aider en fait chaque malade de lutter contre sa passivité. Et ça sera un des thèmes, bien entendu, de ce colloque. Probablement de trouver, non pas l'ultra-solution pour nos patients en les accompagnant, mais de trouver une stratégie très personnelle qui les accompagnera. Alors, je ne sais pas si cette façon de valoriser, en tout cas, la personne malade, pour nous les soignants, pourrait s'appeler notre regard de résilience. Notre regard de résilience. Bien entendu, cette formule, et la formule de la résilience, d'une manière générale, ce n'est pas une formule magique. Quand on est dans le concret, dans les mains dans le cambouis, comme on dit, la résilience, elle n'existe pas a priori. Ça n'existe pas spontanément, la résilience. J'aime bien cette phrase de Boris Cyrulnik qui dit que la résilience, ça se tricote. Ça se tricote dans la temporalité et dans toute une vie. À la fois avec notre nourriture biographique et avec nos forces et nos faiblesses. Donc, au-delà de ce potentiel de la résilience, c'est trouver les conditions de reconstruction dans le lien qui nous lie tous, le soignant et nos patients. Y compris donc dans le colloque singulier que nous entretenons, nous, avec nos patients, mais on n'est pas résilient tout seul, ce que je veux dire. Bien entendu, le rôle du professionnel, c'est des fois d'essayer d'être, j'allais dire, ce partenaire en accompagnant le patient, mais des fois on n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas si ça sera abordé dans la journée, mais moi, j'aime à employer le terme de tuteur de résilience. Et des fois, le tuteur de résilience, ce sont des personnels médicaux. J'ai encore vécu la chose avec un externe de médecine, un étudiant en médecine, qui était vraiment le porteur de cette résilience et qui est rentré avec le malade. Ça peut être une secrétaire, ça peut être un brancardier, ça peut être un médecin, une infirmière. Il faut donc entretenir cette dynamique d'espoir. Et je crois que peut-être, pour donner un peu de non pas de joie, mais de potentiel à cette résilience avec les patients, je crois qu'il faut les accompagner dans cette direction. Je parle là d'une pratique qui n'est que la mienne, mais je sais qu'il y a beaucoup de soignants dans l'Assemblée et qui pourront s'y retrouver dans ce potentiel. Je reprends encore une phrase de Boris Cyrulnik qui disait qu'en fait, il faut tout un village pour élever un enfant. Il faut tout un village pour élever un enfant. Et j'aime à paraphraser Boris Cyrulnik en disant qu'il faut toute une équipe de soignants pour reconstruire un patient. Seul, on n'y arrive pas. Et puis, pour terminer, on parle de résilience, on parle de résistance. D'ailleurs, vous avez trouvé tous les mots-clés, Maryse. Alors, en mettant les quelques mots hier soir sur ces propos, j'écoutais d'une oreille non pas discrète, mais le président de la République. Et dans la crise énergétique, avec l'Ukraine, il parlait de souveraineté, il parlait de résistance, il parlait de résilience, et tout ça dans le domaine de l'énergie. Donc vous voyez que les mots-clés sont totalement d'actualité. Mais je voudrais terminer par une direction qui est également issue de cette résilience et de cette résistance, qui est la direction du bonheur, que nous devons tous avoir
j'allais dire, incarné dans nos cœurs et dans nos corps. Et j'aime bien le philosophe Robert Misrahi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et qui disait que l'idée qu'il faut croire que le bonheur est toujours possible, même au travers de la résilience, même au travers de la résistance. Et bon, c'était un spinoziste distingué, c'est toujours M. Misrahi, il disait que la sagesse spinoziste n'est pas une doctrine de résignation, en fait, ni une doctrine de résistance. C'est précisément une doctrine de philosophie, d'éthique du bonheur. Et c'est aussi ce que Spinoza, peut-être alors au travers de l'éthique, voulait définir, c'était parcourir les voies, au pluriel, qui vont conduire vers un bonheur intense et permanent, sans résistance. Et même si pour nos malades, bien entendu, cette voie d'accès, elle est tourmentée, elle est complexe, j'allais dire qu'elle est même ardue, la plupart du temps, douloureuse, elle doit rester accessible, en toute équité. Elle doit rester accessible. On doit leur donner cette trajectoire, ce potentiel et cette trajectoire. Et c'est bien l'éthique, et merci Marie d'avoir animé avec tous vos collègues de régionaux et nationaux cette journée, c'est bien l'éthique que vous allez discuter aujourd'hui qui doit montrer cette voie essentielle. En tout cas, les moyens ou le moyen de parcourir jusqu'à son but, qui pourrait être le bonheur, et j'ai à dire, sans être un spinoziste que je ne suis pas, la joie qui est devant nous. Donc voilà, très très bon colloque, très bons travaux. Je suis certain que vous trouverez du plaisir, après avoir passé plusieurs heures dans les transports pour arriver jusqu'à Limoges, à avoir aussi l'envie impérieuse d'y revenir. Et je vous souhaite un excellent colloque et je vous remercie. Oui, donc M. Biolac va présider la première session qui s'intitule « La vulnérabilité de notre société entre fatalisme du destin, sollicitude, coûts financiers et humains et choix de société. Quelle place pour une éthique de la résistance en 2022 ?» L'introduction par M. Biolac. Initier ce colloque par une première session sur la vulnérabilité est d'une grande pertinence au moment où la différence d'espérance de vie entre les classes défavorisées et celles qui ne le sont pas est dans notre grande démocratie de l'ordre de 13 à 15 ans. Mais évoquons quelques définitions du mot vulnérabilité. Vulnerare, blessé. Dans plusieurs dictionnaires, on trouve personne faible qui donne prise à une attaque, susceptible d'être attaquée ou blessée. Personne en situation de faiblesse physique ou psychique, grossesse, handicap, maladie, vieillesse, que la loi protège, particulièrement depuis 1994, des abus commis à son encontre. Personne dont le niveau moral peut être atteint. L'Académie de médecine définit la vulnérabilité comme un état traduisant l'impossibilité pour une personne de répondre de façon adéquate à une quelconque modification homéostatique. L'Académie de médecine est quand même très organique. L'OMS, les personnes vulnérables sont celles qui sont relativement ou totalement incapables de protéger leurs propres intérêts. Définition étrange. En fait, quand on cherche un peu, c'est l'Association francophone des droits de l'homme âgé qui donne une définition assez correcte et assez exigeante. 4 critères, l'âge, 50 ans, c'est quand même, bon, et plus, la fragilité psychologique, physique et mentale de l'individu, son état de santé en particulier, sa dépendance physique ou psychique, l'environnement familial, social et économique. Ainsi, la vulnérabilité touche au fondement de l'être, qui est un être bio-psycho-social. L'être, quel qu'il soit, a le droit à la dignité, nous l'avons largement dit hier soir, et au respect. C'est le principe de la sacralisation de la personne, particulièrement inscrit dans les lois bioéthiques françaises. Un point important, je pense, pour ne pas les avoir encore entendus de cette table ronde, de cette session,
sera sûrement que c'est le soin qui fait exister et révèle notre vulnérabilité, comme le dit si bien Frédéric Worms ou Éric de Lassus. On a souvent tendance à croire, en effet, que la relation soignant-soigné est une relation entre, d'un côté, un être dont il faudrait prendre soin parce qu'il est vulnérable, et de l'autre, un être beaucoup plus fort et autonome qui serait le sujet du soin. Or, si l'on réfléchit bien au sens que nous devons donner au terme de vulnérabilité, nous nous apercevons que la relation de soin est en réalité une relation entre deux personnes vulnérables. Certes, dans certains contextes, le milieu médical et hospitalier, le domaine de l'enseignement et de l'éducation, il y a eu souvent une asymétrie entre celui qui prend soin et celui dont on prend soin, le premier devant recourir à des connaissances et des savoir-faire que l'autre ne maîtrise pas. Néanmoins, ce n'est pas parce que l'on fait profession de s'occuper des autres que l'on est invulnérable. Les soignants, quels qu'ils soient, ont aussi besoin que d'autres s'occupent d'eux. La vulnérabilité ne se réduit pas à la seule fragilité ou à la faiblesse, elle renvoie surtout à l'idée de dépendance qui nous concerne tous. Il y a une vulnérabilité foncière qui caractérise notre condition. À l'homme, rien de plus utile que l'homme, écrit si bien Spinoza dans l'Éthique. Ainsi, dans le soin, si celui-ci est pratiqué avec discernement et lucidité, cela nous l'avons entendu aussi hier soir, nous sommes face à une puissance vulnérable, le soignant, qui augmente en aidant une autre puissance, le soigné, vulnérable, apparemment plus vulnérable, à accroître sa capacité d'agir. Finalement, ce sont deux forces qui tentent de coopérer et qui se conjuguent pour le bien de chacune. Il s'agit d'une vulnérabilité potentielle partagée. Il est inévitable, pour conclure, de ne pas citer les deux penseurs qui ont mis en exergue l'importance de la relation à autrui dans l'approche de la vulnérabilité et l'éthique du soin. Ricoeur, d'abord, avec son « soi-même comme un autre », et des phrases telles « le chemin de soi à soi passe par autrui », la sollicitude, la juste distance, fertilisée bien sûr face aux facteurs que sont la résilience et la résistance, et puis bien sûr Emmanuel Lévinas, qui est encore beaucoup plus excessif dans l'altérité, puisqu'il exige que nous effectuions une sortie de notre être, hors de nous-mêmes, en se référant, d'ailleurs, j'ai découvert cela de façon très intéressante, à l'étymologie grecque d'exister, d'existence, ex-istémie, se tenir hors de soi pour rencontrer le visage de l'autre et dès lors se constituer, être pour autrui. Nous allons écouter nos intervenants. Donc, le premier intervenant est M. Stéphane Zicard, résister par relation et pour l'avenir, vulnérabilité et normativité. Je crois que vous ne mettez pas là. Vous préférez, d'accord. Ah oui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'être ici également. J'espère que la journée restera spinoziste et qu'on atteindra donc le troisième genre de connaissance, l'acquiescement à soi-même. Je me suis permis de monter, je ne sais pas si ça va être la coutume, parce que je peux difficilement rester debout et parler en même temps. Donc, voilà. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire mon propos ici, ça va être de partir de l'idée de résistance pour en montrer l'importance dans le soin et dans l'éthique du soin sur deux plans. D'abord, ça permet, l'idée de résistance, de penser les rapports entre normativité et vulnérabilité
sans les opposer, sans en faire des caractéristiques en opposition, plus ou moins dosées, plus ou moins présentes chez les gens. La capacité de transformer des normes ou d'en créer, c'est-à-dire ce que Canguilhem a défini comme normativité, Canguilhem qui était à la fois médecin et résistant et philosophe, ne s'oppose pas à l'idée plus moderne de la vulnérabilité comme faiblesse de l'être humain. Faiblesse de l'être humain qu'on considère à partir des philosophies anglo-saxonnes essentiellement comme étant à la fois universelle, nous sommes tous vulnérables, nous pouvons tous être blessés, et inégale, nous le sommes plus ou moins. Les pratiques de résistance, l'éthique de la résistance indiquent en réalité que les deux caractéristiques humaines sont conjointes et ne sont ni en alternance ni en opposition. C'est pas parce qu'on est plus vulnérable qu'on est moins normatif, et c'est pas parce qu'on est plus normatif qu'on est moins vulnérable. Et c'est l'idée de résistance qui permet, je crois, de le comprendre. Ensuite, et de manière plus importante, ce sont les pratiques, l'éthique et les politiques de résistance qui montrent ce par quoi l'on peut comprendre que la vulnérabilité, d'une part, n'est jamais donnée d'un bloc, on n'est jamais vulnérable une fois pour toutes, on n'est jamais vulnérable en tant qu'individu, et qu'elle ne cesse de se transformer. En fait, c'est en se battant contre la vulnérabilité, en réduisant les formes les plus graves, qu'on comprend ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose d'incessamment dynamique. Et d'une manière générale, pour terminer ces quelques mots qui résument ce que je veux vous proposer ici, l'idée c'est que la résistance, ce n'est pas la forme minimale du soin, qui serait réservée aux grands vulnérables, aux plus grands vieillards, aux malades d'EHPAD, aux plus graves handicapés, aux polyhandicaps. Le soin comme résistance à la mort, le soin comme résistance à la souffrance, c'est sans doute la meilleure forme du soin, la plus efficace, notamment parce que rappeler que le soin est avant tout résistance, c'est rappeler que le bon soin et le meilleur soin est nécessairement collectif, non seulement parce qu'il implique des structures politiques pour le soutenir, mais parce que, comme ça a déjà été dit en introduction de cette session, il n'y a de soins que de soins faits à plusieurs, et cette pluralité implique des transformations constantes. Je vais essayer d'aller assez vite à présent et d'être le plus clair possible. J'espère que je vais y arriver. Il faut d'abord bien comprendre, je crois, ce que la résistance n'est pas. La résistance, essentiellement, elle n'est pas deux choses. La résistance, ce n'est pas une survie, et la résistance, ce n'est pas non plus une adaptation. Les deux grandes erreurs à commettre au sujet de la résistance, c'est celle-là. C'est croire qu'on résiste quand la vie est en jeu, qu'on résiste au pire, et que résister, c'est une forme d'adaptation. La résistance n'est pas une survie parce que la résistance n'est pas un arrêt. Résister, ce n'est pas arrêter quelque chose, et rencontrer une résistance, ce n'est pas être arrêté. C'est une forme statique de la résistance qui, en réalité, n'en décrit pas les devenirs. Une porte qui résiste à des coups d'épaule finit toujours par céder, si jamais des gens en mouvement ne la défendent pas. Inversement, un malade par rapport auquel la maladie progresse ou cesse de progresser, une maladie qui cesse de progresser, ça ne veut pas dire du tout que le malade est guéri. Il y a un dynamisme sous-jacent. Donc la résistance n'est pas un point d'arrêt. Elle n'est pas non plus adaptation, parce qu'il ne peut y avoir que résistance par le mouvement et la possibilité de continuer à se mouvoir. Qui résiste ne se terre pas chez lui. Celui qui résiste ou celle qui résiste se déplace. Ça veut dire tout simplement non seulement que dans les résistances, l'arrêt n'est pas un effet d'un mouvement, mais que le mouvement est bel et bien le plus essentiel et que le mouvement caractérise toute résistance. Ça veut dire également que la résistance n'est qu'un moyen. Il faut faire très attention au fait que résister a pour but d'avoir à cesser de résister et de remplacer la victoire. Lorsqu'on résiste, c'est pour à un moment donné sortir de la résistance, mener une guerre ouverte et emporter la guerre. La résistance n'est pas une fin en soi, c'est un mouvement qui a pour but de sortir de lui-même. De là, j'en arrive, j'espère, au plus important. Le plus important, sans doute, c'est qu'à la base de toute résistance, il y a quelque chose de positif. La résistance n'est pas simplement une manœuvre d'opposition. On ne soigne pas pour le soin en lui-même ou pour chasser la maladie. On soigne pour récupérer la santé, c'est-à-dire on soigne bien en vue de quelque chose de positif. Et à partir de là, la question qui se pose, c'est le modèle de résistance est-il forcément un modèle conservateur ou traditionnaliste ? C'est-à-dire résister, est-ce que c'est toujours vouloir en revenir à un point antérieur,
à un point de départ. C'était mieux avant, il s'agit donc de résister et de revenir à avant. À première vue, oui. Si l'on essaye de retrouver la santé, c'est bien parce qu'on essaye de retrouver quelque chose qui a été perdu. Mais en réalité, il faut bien faire attention à une chose, c'est que lorsque quelque chose se répète, il ne ressemble pas à quelque chose qui ne s'est pas répété. C'est ce qu'on connaît tous avec le tic-tac de l'horloge. Récupérer sa santé, ce n'est pas récupérer sa santé à l'identique, c'est récupérer quelque chose de neuf, quoi qu'il arrive. Et du coup, j'en arrive là au lien entre résistance et vulnérabilité, qui se déploie en 3 points. La première chose à voir, c'est qu'il n'y a pas de connaissance, de valeur positive à récupérer sans la perte de cette valeur. C'est-à-dire, il n'y a pas de résistance qui ne se construise sur une connaissance d'une vulnérabilité. Il n'y a pas de tentative de retour à la santé qui ne se construise sur une perte de la santé. C'est de la mauvaise dialectique. Les 2 idées suivantes sont, à mon avis, plus importantes. L'autre idée, c'est que quand on résiste pour conserver quelque chose, on apprend nécessairement à connaître les conditions d'existence et de persévérance de cette chose. Résister pour sauver le vulnérable, c'est comprendre comment le vulnérable fonctionne et quelles sont les conditions grâce auxquelles ce qui est vulnérable se maintient dans l'existence. Le soin, c'est un apprentissage de ce qui permet à ce qui est soigné de se maintenir en vie. Et la troisième et dernière idée, du coup, c'est que dans le dynamisme de la résistance, dans le dynamisme du soin, il y a nécessairement transformation, parce qu'il y a nécessairement collectif. Que ça soit pendant la Seconde Guerre mondiale ou que ça soit dans une équipe de soins, on ne résiste pas à quelque chose sans faire appel à des forces autres que les siennes, que l'on soit soignant ou soigné. Il n'y a de résistance que collective, et ce collectif implique nécessairement la production de nouveautés. C'est, je crois, le point le plus important, c'est que toute résistance implique collectif et tout collectif implique création. J'aimerais souligner 2 choses et ensuite finir. La résistance, je crois, de ce point de vue, n'est pas comparable à la résilience, parce qu'elle comporte une part collective et créative beaucoup plus importante que la résilience dont, rappelons-le, le modèle de départ est la métallurgie. La résilience consiste en la capacité à récupérer sa forme de départ pour un métal. Or, dans le soin ou dans la connaissance de la vulnérabilité, ce n'est sans doute pas ça qui se passe. Deuxièmement, comprendre que la résistance implique nouveauté et implique collectif. Ça veut dire, et c'est ça les conséquences pratiques, elles arrivent là même si je serai très bref, le temps est limité, c'est que la vulnérabilité s'apprend par l'action. Et la vulnérabilité ne peut être soignée par la seule sécurité ou par la seule protection. Résister à la vulnérabilité, ce n'est pas sécuriser ce qui est vulnérable. Résister à la vulnérabilité, c'est en comprendre les conditions d'existence, et c'est en comprendre les conditions d'existence dynamiques. On trouvera peut-être, et vous trouverez peut-être, pour finir, que ce que je viens de faire ici très rapidement est un peu outré et peut-être dû au thème de la journée. J'essaye de présenter un soin et des notions de vulnérabilité qui sont bâties sur la notion de résistance. Or, dire que le soin est résistance, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Dire également qu'il y a de la vulnérabilité qui est systématiquement liée à la résistance, c'est peut-être aller vite en besogne aussi. J'aimerais dire, et ça a été dit aussi en introduction de cette session, que ce qui lie la résistance et le soin, c'est ce qui est très intime dans le soin. La résistance comporte une part qui est spontanée et qui n'est pas calculée. Celui qui calcule ne résiste pas, mais s'adapte ou attend. Or, il y a une spontanéité dans la résistance comme il y a une spontanéité dans le soin ou dans la volonté de soigner, dans l'acte de soin. Il y a une espèce d'innocence dans la volonté de soigner qui rejoint l'innocence des premiers résistants. Une bande dessinée est sortie à ce sujet sur le réseau de résistance du Musée de l'Homme au mois de septembre qui s'appelle « Des Vivants », le premier réseau français créé en 1940 à Paris et qui montre bien l'innocence et la spontanéité qui avaient lieu. C'est la première chose, c'est que ce qui lie la résistance et le soin, c'est la spontanéité du soin. La deuxième chose, c'est que le résistant n'est pas le guerrier. C'est-à-dire que le résistant est infiniment précaire. Il ne faut jamais oublier que la résistance est nécessairement clandestine, parce que sinon, si elle n'était pas clandestine, ça serait une guerre.
Et de la même manière, dans le soin, il y a une précarité essentielle qui est engagée. C'est-à-dire, le soignant ne sait pas exactement s'il va y arriver. Et d'ailleurs, c'est encore pire en matière de soins qu'en matière de politique, puisqu'à la fin, la mort survient toujours. Donc il y a une précarité essentielle, effectivement, qui fait que tout soignant est engagé dans une résistance contre la mort, de la même manière que les résistants sont engagés contre des forces politiques étrangères ou non étrangères, mais en tout cas auxquelles ils s'opposent. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir été un peu près clair. Merci, Monsieur Sicart. Alors, les questions seront regroupées à la fin de la session. La deuxième communication ne se fait pas. Nous passons donc à la troisième, les unités pour personnes handicapées vieillissantes, laboratoire d'innovation éducative et sociale. Présentation faite par Marie-Hélène Jacques et Yann Bastide de l'Université de Limoges. Vous avez 10 minutes, cher monsieur et madame. Bonjour, cette communication s'inscrit dans le cadre d'une thèse en sciences d'éducation et de la formation intitulée « Les unités pour personnes handicapées vieillissantes, laboratoire d'innovation éducative et sociale » avec un point d'interrogation. Cette thèse est dirigée par Marie-Hélène Jacques du laboratoire Fred, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, à l'Université de Limoges. Donc, ces UPHV, il s'agit d'unités spécifiques qui regroupent dans certains EHPAD entre 6 et 20 places éligibles à l'aide sociale pour un prix de journée majoré à hauteur de 15 à 30 euros financé par les conseils départementaux. Il n'existe pas de cahier des charges national pour ces projets qui prévoit typiquement le recrutement de personnel issus de l'éducation spécialisée du type éducateur spécialisé ou moniteur éducateur. Le public visé, c'est celui principalement des retraités des AT. Dans certains départements, les ressortissants de foyers occupationnels et sur dérogation à partir de 55 ans. Donc, à quoi résister aujourd'hui dans les EHPAD ? Alors, la crise traversée par ces établissements est évidemment multifactorielle, mais il me semble que la réponse à cette question est étroitement liée à la qualité du service et que cette qualité de service est elle-même étroitement liée à l'attractivité des métiers du grand âge dont on nous dit qu'ils ont ou bien qu'ils devraient avoir du sens. Au-delà de la prime issue des accords du Ségur de la santé, la séquence 2020-2022 nous montre par exemple que si les éléments de rémunération supplémentaires contribuent encore à la reconnaissance du travail, ils servent aujourd'hui avant tout à atténuer le mécontentement et en tout cas sont encore loin de compenser le manque d'attractivité des EHPAD, notamment depuis la parution du livre de Victor Castanet, mais pas seulement. Il faut dire que cette réalité s'inscrit dans un contexte général d'inégalité salariale persistante entre hommes et femmes, de perte de sens corrélative du travail marchandise, c'est-à-dire d'un travail uniquement conçu comme un facteur de production, prévisible en termes de coûts, de durée et de tâches. Perte de sens également corrélative de ce que George Friedman appelle le travail en miettes, c'est-à-dire la version moderne finalement de la division du travail, avec pour conséquence la démotivation, l'absentéisme, l'instabilité des équipes, le turnover, l'intérim, etc., etc. Dès lors, la question posée, au-delà de la des satisfactions extrinsèques au travail, eh bien, c'est celle d'une redéfinition non seulement des conditions, mais du travail lui-même et du rapport salarial en tant que structure sociale. Car pour citer Yves Clos, il n'existe pas de bien-être sans bien faire au travail. Parce que nous lui déléguons la responsabilité des soins dus à nos aînés, l'EHPAD inclut en quelque sorte un rapport marchand dans la relation des enfants à leurs parents et donc, d'une certaine façon, la dépossession des salariés par rapport au contenu, aux outils et aux produits de leur travail, ce qui rend particulièrement inacceptable les dérives décrites par Victor Castanet, c'est-à-dire l'application de processus industriels et même d'un capitalisme financier aux EHPAD, au mépris des résidents d'abord, mais aussi des professionnels, quand ils n'ont plus la possibilité de se reconnaître eux-mêmes dans leur travail, autrement dit, quand ils n'ont plus la possibilité de bien faire leur travail,
quand ils ne disposent plus d'aucune autonomie et qu'ils ne sont plus associés aux décisions qui touchent à la qualité du service, quand les réalités de terrain sont systématiquement mises à distance par les centres de décision et qu'il n'existe pas de management effectif à l'échelle des établissements au profit d'une gestion purement comptable des maisons de retraite. En réalité, on le voit, parler de qualité de vie au travail revient à parler de qualité du travail tout court, tout simplement parce que le travail n'est pas et n'a jamais été une marchandise. Le travail, c'est la vie culturelle, la vie économique, la vie sociale, la vie technique, la vie tout court. Et donc, il existe un lien direct entre la performance et l'attractivité du travail. Alors, comment résister à cette perte de sens au travail ? En ce qui concerne l'attractivité, les solutions sont assez connues. Elles passent par des investissements, des revalorisations, on l'a dit, un renforcement de l'offre de formation, voire même un élargissement du travail aux problématiques de mobilité. Toutefois, ces solutions restent assez largement extrinsèques, c'est-à-dire extérieures à l'activité proprement dite, et cela ne permet pas toujours l'enrôlement des acteurs par l'alignement de leurs désirs avec l'utilité sociale de leur établissement. Au-delà de l'attractivité, donc, dans cette perspective, il me semble utile de s'intéresser également à la fidélisation des salariés, faute de quoi on se condamne au retour perpétuel des mêmes difficultés de recrutement, mais aussi et peut-être surtout parce que l'instabilité des effectifs, on le sait, est néfaste à la qualité du service. Par exemple, page 68, mesure 17 du rapport El Khomri consacré à l'attractivité des métiers du grand âge. La mesure s'intitule « Imposer 4 heures de temps collectif par mois pour les transmissions, hors transmission pour les soignantes ». On peut lire, je cite, « Ménager des temps collectifs entre les professionnels est indispensable pour donner du sens à leur travail et pour garantir la qualité de la prise en charge des personnes âgées. Ces temps collectifs leur permettent de partager leurs préoccupations et interrogations sur la pertinence et la qualité de leurs interventions, mais aussi les suggestions pour améliorer la qualité du service rendu et la qualité de leur travail. » Autrement dit, l'amélioration du travail passe par une stabilité des effectifs, mais aussi par une réflexivité des soignants au sein du collectif de travail. Dès lors, comment impulser et cultiver cette réflexivité à l'échelle d'un établissement ? Eh bien, une réponse possible, c'est celle du développement de projets innovants dans ces établissements, comme par exemple le modèle Burzorg actuellement développé par le Gérontopôle. Pourquoi l'innovation ? Parce que l'innovation autorise et même institue une controverse sur ce qui fonde la qualité du travail. La qualité des gestes, la qualité des pratiques, mais aussi la qualité de l'organisation et finalement la qualité globale du service rendu aux résidents. Comme apprenti chercheur et doctorant, donc je m'intéresse aux UPHV car elles se situent exactement au point de rencontre entre deux cultures professionnelles qui s'ignoraient à peu près jusque-là. Le milieu socio-éducatif, d'une part, centré sur l'accompagnement de la vie sociale, et d'autre part, le milieu gériatrique, davantage axé sur les soins. Ces nouvelles unités d'EHPAD, c'est vrai, bousculent, parce qu'elles convoquent une réflexion éthique parmi les professionnels face aux risques liés aux transitions psychosociales pour ces nouveaux résidents, face aux risques liés à l'inclusion, au surhandicap dû au vieillissement, et donc s'agissant de personnes qui, pour la plupart, sont des jeunes retraités d'ESAT. Or, dépasser les clivages et les craintes en lien avec cette inclusion implique un changement de regard non seulement sur le handicap, mais aussi et peut-être surtout sur le travail en EHPAD lui-même, et partant sur la vulnérabilité des personnes, qu'elles soient ou non estampillées personnes handicapées vieillissantes finalement. D'un point de vue managérial, il s'agit de challenger les équipes à travers l'arrivée d'un nouveau public et donc de nouvelles pratiques avec le recrutement de personnel éducatif. Et donc il s'agit d'une forme d'appel aux compétences qui peut s'interpréter comme une offre de professionnalisation. Il s'agit de répondre aux insuffisances du travail prescrit par une nouvelle forme de performance dans l'établissement. Autrement dit, il s'agit d'apprendre collectivement à faire quelque chose de nouveau. Du point de vue des soignantes, cette offre de professionnalisation
ouvre un espace dans lequel ces soignantes ont la possibilité de gérer l'indétermination, ce qui implique plus de pouvoir d'agir et des éléments aussi utiles à l'innovation qu'à la qualité de vie au travail, comme par exemple l'intuition, l'initiative, l'expérience, la créativité, mais surtout le profil de ces nouveaux résidents, qui, je le rappelle, sont de jeunes retraités d'ESAT, donc moins dépendants mais plus hétéronomes, et les quelques moyens supplémentaires alloués dans le cadre de ces projets par les conseils départementaux permettent à ces soignantes de faire ce qu'elles n'avaient plus le temps de faire avec les personnes âgées et dépendantes, notamment sur le versant relationnel de l'accompagnement et pour les soins de confort. Et donc, on assiste d'une certaine façon à la résolution modeste, mais la résolution quand même, de ce qu'on peut appeler le travail empêché, c'est-à-dire ce travail qui, parce qu'il n'est pas réalisé, rend littéralement malade les salariés, ce travail qui pousse vers la sortie, voire même ce travail qu'on interdit de faire à ses enfants parce que c'est vraiment devenu trop dur et que les valeurs du médico-social, les valeurs du travail ont foutu le camp. Et donc, il me semble que ce type de projet conduit à repenser l'utilité sociale de l'établissement et en même temps conforte une démarche qualité que je qualifierais de réelle ou d'authentique, car elle réalise concrètement la déstandardisation des soins et qu'elle rapproche finalement les réalités de terrain de ceux qui décident, ce qui se traduit par une amélioration concrète de la qualité des soins. Au-delà, la valeur de ce type de projet dépend de l'adhésion des soignantes à une organisation et à des normes qu'elles ont elles-mêmes contribué à définir. Autrement dit, parce qu'elle est expérientielle, l'inclusion autorise la réappropriation par les soignantes que j'ai pu interviewer du sens de leur travail. Un petit peu la manière de Potere Operaio, vous savez, ce fameux mouvement ouvrier italien des années 70 qui voulait rendre le pouvoir à ceux qui font. Certes, par la prise de contrôle de l'outil de production, mais c'est un peu passé de mode, ça pourrait revenir, mais surtout par l'institution de nouvelles normes dans l'entreprise en tant que structure sociale. Et donc, en conclusion, on peut dire que dans un secteur médico-social mis en tension par les effets du sous-financement, l'inclusion pose avant toute chose la question du sens, car comme l'écrit Henri-Jacques Sticker, le philosophe, je cite, « Dans la reconnaissance de la pleine humanité, au-delà des apparences, les personnes âgées et les personnes handicapées ont une cause commune à promouvoir ». Et on aura envie d'ajouter à cette citation que de nombreux personnels soignants aujourd'hui partagent également cette cause dans les EHPAD. Merci de votre attention. Merci, M. Bastide. Et je passe maintenant la parole à Mme Sandra Moulet-Leroux de l'Université de Limoges sur la reliance comme une quête, éloge d'un droit du vulnérable hors sujet. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là. Je veux absolument remercier chaleureusement Marie Fiorenza d'avoir accepté que je puisse venir ici partager quelque chose. Et je voulais souligner aussi la qualité, je pense que vous l'avez tous vu, de l'argumentaire de ce colloque, selon ces 3 axes. Et voilà, un argumentaire qui m'a véritablement embarquée. Et donc, je tenais à le souligner. J'ai envie de vous faire quelques avertissements avant d'aborder ce que je voulais vous dire, parce que vous voyez en face de vous une juriste. Et en fait, c'est important pour moi de partager la perplexité que j'ai du positionnement du juriste dans la réflexion éthique. Évidemment, tous vos espaces de réflexion éthique comportent des juristes, et je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas une sorte de déformation parce qu'il y a une formation du juriste qui fait qu'il a du mal à aborder les rivages de la réflexion alors qu'on lui demande en permanence de trancher, de décider, de statuer, d'indemniser.
Et donc il y aurait comme une rigueur du droit, quelque chose de très, vous savez, général, impersonnel, et comme une souplesse de l'éthique qui est à la fois dans la réflexion, dans le délibéré, dans l'aller vers, dans l'humilité, dans quelque chose qui ne va pas tout à fait avec le droit, c'est sûr. Et donc du coup, je suis là pour témoigner en quelque sorte en tant que juriste dans ma discipline, et je me demande si le titre s'adapte à la personne vulnérable, aux personnes autres vulnérables que sont les soignants, ou s'adapte au droit lui-même. Est-ce qu'il est résistant? Est-ce qu'il est résilient? Et est-ce qu'il va s'adapter au bout d'un moment? Donc un témoignage vraiment d'une déception. Je crois que depuis des années, je vais à la rencontre des équipes, à la rencontre des étudiants, et en tant qu'enseignante-chercheuse, je suis déçue par le droit qui s'applique à la vulnérabilité. Et donc, j'ai encore envie d'y croire, et donc de vous faire une proposition en pensant que le droit, à un moment donné, va se muer vraiment, en théorie générale, d'une condition de vulnérabilité partagée. Donc ça, c'est le premier avertissement. J'avoue être déçue parce que je défends moi-même. Et donc, j'aborde les rivages de l'éthique avec plaisir. Mais l'éthique est un refuge. Quelquefois, celui qui fait de l'éthique s'approprie en quelque sorte la norme dont il est enfin le destinataire, mais aussi l'auteur. Et donc je pense qu'il y a quelque chose comme un ajustement du droit, quelque chose comme une réflexion autour de ce qu'il ne prévoit pas, de la marge de manœuvre qu'il laisse volontairement. Donc il y a quelque chose forcément à confronter. Autre chose, ça a été souligné, et j'y adhère totalement, évidemment que nous sommes tous des intermittents de la vulnérabilité. J'ai un peu mal au dos ce matin, je suis très exposée devant vous. Je ne vois pas en quoi je suis en mesure de me protéger totalement. Et donc, du coup, j'ai l'habitude de naviguer entre plusieurs types de figures de vulnérabilité. Et donc, le patient, évidemment, mais la personne en situation de handicap aussi, mais aussi le travailleur immigré devenu âgé, qui a perdu sa légitimité sociale et qui perd son logement parce qu'il est rentré chez lui pendant 3 ou 4 mois, mais aussi le mineur étranger isolé qu'on n'en finit pas d'évaluer, et notamment sa minorité, alors que nos grands-enfants de 25, 26, 27 ans sont à la maison et font tranquillement des études. Bref, les figures de vulnérabilité sont multiples et il faut pouvoir naviguer entre elles. Et donc, du coup, je me suis dit, entre résistance, résilience et cette passivité qui n'aurait pas cette place, moi, depuis des années, j'enseigne que le sujet de la personne vulnérable est acteur. Il participe, il est associé aux soins, il est informé, il peut se défendre, bref, c'est un acteur. Et pourtant, il semblerait qu'on ait oublié derrière cette fiction, cette illusion du sujet juridique, la personne qui est la personne vulnérable. Donc du coup, c'est vraiment ma question, la deuxième diapo. L'arsenal juridique soutient-il la personne vulnérable, comme on pourrait le croire, ou surenchérit-il sur sa vulnérabilité quand le droit manque d'effectivité? Quelques rappels sur le droit. Troisième diapo. Un droit qui donc approche les choses par le statut. Le droit habilite, le droit désigne, le droit fait des titulaires, le droit contourne ou dresse les contours du sujet. D'abord, le droit, normalement, est la garantie entre les momentanément forts et les durablement faibles. Il n'en finit pas de classer, de dresser des catégories par des politiques sectorielles correspondantes entre les personnes qui seraient vulnérables, celles qui ne le seraient pas, pour adapter, pour proposer des solutions spécialisées, mais il crée des catégories et les figures de vulnérabilité n'en finissent pas. Elles sont exponentielles. Elles concernent des multi-étiquetés vulnérables ou des patients avec une pathologie particulière. Mais parmi les patients, j'ai des patients chroniques de longue durée, des patients maladies rares. Parmi les personnes âgées, j'ai 3e, 4e, 5e âge. Parmi l'enfance et l'adolescence, eh bien, j'ai des adolescents à la fois étrangers, à la fois en rupture de droit. Bref, aujourd'hui, j'ai aussi un travailleur épuisé, un divorcé douloureux, un étudiant précaire. Regardez comme nous sommes tous candidats à cette catégorisation.
le droit est très vite écarté quand un ordre public sanitaire surgit. Et donc, je ne suis pas sûre qu'il garantit quoi que ce soit, puisque au nom de quelque chose de plus collectif, évidemment, qu'on peut remettre en cause durablement des droits, pas simplement des libertés, pas simplement la liberté d'aller et venir avec notre confinement et notre autorisation de déplacement, mais des droits comme la dignité, puisqu'on a pu, là, perdre une grand-mère, ne pas restaurer tout à fait son corps comme d'habitude, et donc ne pas assister à ses obsèques particulièrement. Un droit proclamé depuis des lois 2002, 2005, 2016, enfin 2015 et 2019, et j'en passe et des meilleurs. Donc proclamé. Est-ce que pour qu'un droit existe, il faut le proclamer? C'est une vraie question. Et donc il se résoudrait à une coquille vide, puisqu'on n'en arrête pas de répéter les mêmes choses et de rappeler les droits fondamentaux. Donc, souvent on dit, finalement, on vous rappelle sans arrêt que vous avez le droit d'avoir des droits. C'est une formule d'Hannah Arendt. Un droit qui serait comme une main tendue, jamais saisie. Et là, je souligne l'écart qu'il y a entre la vulnérabilité, un état de diminution passagère, précaire, catégorisé, en mouvement, je suis parfaitement d'accord, oui, mais un écart, une tension entre cette moindre capacité au sens juridique et tous les attributs de la personnalité juridique. Et donc, à un moment donné, j'ai entendu beaucoup d'usagers, en particulier dans un foyer handicap vieillissant pour handicap mental, une personne me dire, en anglais, je ne l'invente pas, « Ah oui, les lois de 2002, so what ?» Qu'est-ce que ça a changé pour moi, vulnérable, institutionnalisé, quand on contrôle de façon permanente mon mode de vie? Donc une main tendue, des droits qu'on a toujours considérés comme des atouts, qui ne sont pas des forces dès lors qu'on ne s'en saisit pas. Et là, vous avez des mots comme la capacitation, la capacité, tout un tas de termes nouveaux où le droit classique essaie de s'adapter dans une forme de résilience. Et un droit, évidemment, qui passe le relais à l'éthique, en se disant, je paraphrase la formule de Saint-Exupéry, vous savez, qui disait la logique, qu'elle se débrouille avec la vie, ben là c'est le droit, alors l'éthique du coup, qu'elle se débrouille avec la vie. Le droit classe, le droit donne des champs d'application, et l'éthique pourrait enfin déterminer le point de bénéficience optimum dans un cas précis, particulier, très temporaire, très circonstancié. Alors pourquoi des ruptures de parcours? C'est l'impuissance du droit. Pourquoi un renoncement aux soins, un non-recours aux aides? Pourquoi une altération des facultés mentales que le droit ne définit pas, ni la science encore? Pourquoi des publics invisibles, l'enfant pauvre, l'immigré âgé, je l'ai dit, des sans-voix, des inaudibles, les délinquants, l'adolescent du centre éducatif fermé en pleine campagne, délinquant et qui essaye de s'en sortir, ou des auteurs de violences conjugales, quand il s'agit évidemment de prêter main forte aux victimes. Des multi-étiquetés, on est tous tout un tas de vulnérabilités additionnées. Un non-devoir exister, l'avis du Comité consultatif national d'éthique nous l'a rappelé, et un rappel incessant sur les droits fondamentaux. Souvent, je dis le retour des droits fondamentaux, mais parce qu'on reviendrait à l'essentiel après avoir martelé tous ces droits. Du coup, un constat. Le droit, c'est une armure trop étriquée, trop grande, trop petite, j'en sais rien, j'ai même osé, chapeau de paille, statue de marbre, je ne sais même plus comment l'appeler. En tout cas, ça ne va pas. C'est un costume qui ne va pas à la vulnérabilité. L'usager au cœur du dispositif, il est exposé au milieu d'une ronde par rapport à des professionnels qui savent, par rapport au fait qu'il est toujours l'objet d'une expérimentation quelle qu'elle soit, pas au sens du biomédical, mais au sens d'un droit et d'un statut et d'un soin qui avance, un usager dont la vie est évaluée, partagée, répétée, avec ce partage des informations et une confidentialité difficile, et un usager qu'on prend pour un réformateur social depuis la lutte contre le sida et qui va venir interroger la démocratie sanitaire, comme c'était souligné hier dans la conférence inaugurale. Un vulnérable qui est donc objet, un vulnérable qui est aussi sujet, c'est ce que je disais, mais en tension permanente entre sa petite vie individuelle et la catégorie à laquelle il appartient,
entre le fait de savoir et le fait de ne pas savoir, entre sa sécurité et sa liberté, vous connaissez tous ça, entre son raisonnement, oui, oui, je vais suivre mon traitement, et son expérience, non mais j'en ai ras-le-bol de ce traitement trop lourd, entre la représentation légale et l'empowerment, le fameux pouvoir d'agir, entre le droit à l'égalité, mais traitez-moi comme tout le monde, et le droit à la différence, mais voyez bien comme je souffre. Un vulnérable très sujet, très en tension, et dont la citoyenneté continue d'être insoluble dans nos structures et institutions. Un vulnérable projet, comme je l'aime le dire, la condition humaine est un projet de la naissance à la mort, et c'est comme si ce projet était en parallèle, en décalage avec les aspirations des personnes vulnérables. Donc une personne, vous voyez mon petit schéma, j'ai essayé, c'est un vulnérable projet, c'est la diapo d'après, un vulnérable projet, je m'amuse avec les petits carrés, ça fait bouger la balance, c'est assez amusant. Donc une personne, donc un patient usagé, c'est ce que vous connaissez le mieux. Il faut que je siège, que j'évalue des objectifs, que je réponde à des enquêtes, que je coche, que je signe, que je désigne une personne de confiance, alors que je ne suis que doute, que perplexité, que silence, que prostration, que réveil, que élan. Je me demande comment je dois survivre à moi-même en permanence dans ma faiblesse. Je me demande qui sont mes protecteurs naturels, des proches, pas des proches, et je réclame un droit à l'oubli, un droit au répit, un droit au doute. Un combat, vous avez remarqué que j'ai souligné le préfixe CO à chaque fois parce que ça m'arrange. Je vais vite. Essayez de conclure, s'il vous plaît. Merci. Donc je dis, il faut que le droit résiste, lui aussi, et cherche un statut qui serait plus adapté. Une obstination raisonnable, donc à rechercher un point humble d'équilibre. Et donc j'ai un outil qui consiste à aller, c'est la petite ronde d'après, qui consiste à aller au-delà de la volonté que vous voyez dans une des bulles, dans un des petits carrés, en prenant en considération l'intérêt supérieur de la personne, le droit il laisse une place, l'état de nécessité des crises passagères ou des cris, comme le disait Eric Fiat hier, la demande spontanée, conjoncturelle et qui vaut d'être entendue. Une résidente d'EHPAD qui dit « Surtout, vous ne me souhaitez pas mon anniversaire ». Qu'est-ce qu'elle dit ? Les attentes implicites, silencieuses, les besoins que les professionnels savent évidemment décrypter. Donc c'est tout ce faisceau des intentions de la personne qui permettent de sortir du sujet trop juridique. Autre chose, un droit qui évolue, donc c'est la diapo d'après, un droit en 3D, déjuridicisé, déprofessionnalisé, déjudiciarisé. Cette psychose collective du procès doit cesser. Et donc du coup le droit essaie d'intégrer. Et il dit, oui, j'ai intégré des mots qui ne sont pas juridiques. La dignité, la confiance, l'urgence, le danger. Et je ne les définirai pas. Libre à l'éthique de le faire. Et je suis un sujet juridique vulnérable, je ne peux pas aller en justice, sinon j'ai une double peine. Donc un humanisme juridique qui s'interroge en particulier et en permanence et qui n'y arrive pas. Et du coup, évidemment, puisqu'il me faut aller vite, je ferai mieux dans les actes à publication, je milite pour, après le constat, le combat, un compagnonnat, j'ai tenté un mot souligné par tous les traitements de texte, le aller vers, le droit de la relation, quittons le statut pour être dans quelque chose de plus mouvant. Et du coup, je relis, on a tellement séparé les vivants pendant cette crise sanitaire qu'on va avoir du mal à les réparer. Et donc je relis après avoir reconnu. C'est une condition humaine partagée. Donc conclut comme ça, après l'autodétermination, pourquoi pas une codétermination qui correspond bien plus à la réalité. Après le face-à-face de la relation plus ou moins asymétrique, ou le dos à dos, usager-soignant, soignant-soigné, quelquefois. Eh bien, un côte à côte. On est à hauteur d'homme, l'épaule dans l'épaule, et on regarde dans la même direction. Au lieu d'un contrat, ce n'est pas un contrat juridique, un pacte, une alliance, les vertus de l'assentiment plutôt que les vices du consentement. Un accès au droit, une politique du aller vers, vous me voyez correspondre dans mon tableau, une responsabilité du fait d'autrui, mais une responsabilité du fait mutuel, on l'a vu dans cette épidémie, une non-performance bien sûr, et j'ose un jeu de mots, une PAIR formule, un droit à l'accompagnement, oui, mais il y en a marre de tous ces droits créances à quelque chose. Non, l'émergence d'un droit au lien social. Donc, je conclus. De la résilience, de la résistance, peut-être, je ne sais pas. La passivité, sans doute pas, mais
une personne vulnérable, toujours candidate quelque part. Relisez Martin Buber, Le jeu et le tu, dans la réciprocité de la relation, toujours candidate au lien. Peut-être existera-t-il demain un droit à une existence relationnelle ou intergénérationnelle et une infraction pénale venant sanctionner la privation de liens sociaux dans toutes nos luttes contre les isolements. Je vous remercie. Bien, nous avons juste le temps pour une question sur la session. Qui... Ah oui, monsieur Gérard Terrier. Oui, juste une remarque par rapport à ce que vient de nous être dit par Madame Moulet-Leroux et une question que j'ai trouvé votre intervention plutôt pessimiste. Et donc, pourtant, il me semble qu'il y a eu une évolution dans le droit, et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que moi, je ne suis pas juriste. Que pensez-vous de l'évolution voulue par le Conseil d'État dans ce qu'il a appelé le droit souple ? Oui, c'est sans doute ce à quoi je faisais allusion en disant que le droit est obligé aujourd'hui d'être dans des passerelles, dans le passage d'un dispositif à l'autre et dans ce souci sans doute d'un droit moins directif qui pose moins d'injonctions et qui rejoint évidemment des autorités de la chose délibérée en éthique ou des autorités de la chose recommandée qui malgré tout fait de notre haute autorité de santé quand même un instrument du pouvoir. Donc le juriste s'est beaucoup interrogé sur ça, sur est-ce qu'on doit prononcer des injonctions, cadrer, être un repère stable, ou est-ce qu'on doit laisser la vie se débrouiller avec la vie. C'est un petit peu ma réponse. Mais c'est vrai que par moments je suis pessimiste sur ce statut qui enferme.